Oui, oui. Yes, yes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, de mon côté, moi, mettons, oui, je vous reçois. Super, merci beaucoup. Nous allons commencer incessamment. Donc, nous attendons que le conférencier puisse se connecter et puis nous allons pouvoir passer à la présentation. Donc, ne soyez pas inquiets parce que j'avais lu quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le son. Donc, tout sera rentré à l'ordre d'ici quelques moments. À tout à l'heure.
Ma conoscenza però dopo il video si conosce.
fois à toutes et à tous, dont vous souhaitez tous la bienvenue à la conférence. Donc, le directeur se connecte, il est en train de se connecter. Mais avant toute chose, nous allons prier. Je voudrais, peut-être avant de prier, le séminaire là est organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est un séminaire qui est organisé par l'Association des médecins chrétiens du Togo. Donc, c'est une association qui rassemble les médecins et qui les renforce, qui les capacite à prendre soin des patients de façon holistique, aussi bien le corps, mais l'âme et l'esprit. Donc, quand on parle de santé et sécurité au travail, c'est un sujet qui nous touche particulièrement. C'est pour ça que nous avons invité un expert pour pouvoir débattre sur le sujet. Donc, avant toute chose, nous allons prier. Nous allons recommander la séance entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Et nous savons que tu nous aimes et que notre santé est une préoccupation majeure pour toi. Et c'est pour cela que nous voulons te confier cette séance pour que tu puisses vraiment, au travers de l'orateur, Seigneur, nous entretenir sur la santé et la sécurité au travail. Notre prière, c'est que tu puisses faire comprendre à tous les participants, Seigneur, le bien fondé de cette thématique et que tu nous aides à pouvoir participer à la santé et à la sécurité au travail des personnes que nous administrons, de nos patients et de nos communautés. Merci de prendre le contrôle de ce temps et merci de nous aider à pouvoir l'utiliser à bon escient. Amen. 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 Allô? Oui, chers participants, je m'en vais donc introduire le conférencier. Donc, le conférencier s'appelle, c'est docteur Agboubli Marcel. Il est médecin militaire et il est spécialiste de la médecine du travail et il est le directeur du centre hospitalier universitaire Sylvanus Elitio. C'est le plus grand centre hospitalier universitaire du Togo. Donc, vous savez que l'OMS définit souvent la santé comme pas seulement l'absence de maladie, mais tout ce qui concourt au bien-être social, physique et mental du patient. Maintenant, en ce qui concerne la santé au travail, nous allons donc lui laisser la parole pour qu'il puisse nous entretenir. Docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Vous avez mon écran? Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci au comité d'organisation pour cette invitation pour que nous échangions. Je n'ai rien à vous apprendre, hein. Le changement climatique, c'est un sujet d'actualité que nous tous connectés ici connaissons suffisamment. Mon rôle cet après-midi, c'est juste partager quelques idées avec vous en tant que spécialiste en santé au travail et ouvrir une page de discussion.
Donc, il y a quelques jours, j'ai été sollicité pour parler des impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Et lorsque j'ai vu la formulation de l'intitulé, je me posais la question, qu'est-ce que je pouvais bien dire? Ben, j'ai glané, j'ai fouillé, j'ai pu trouver des éléments utiles pour meubler le temps de partage. On dirait que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, je vous propose ce plan en 4 points après un chapitre introductif. Je vais faire la relation entre les changements climatiques et la sécurité et santé au travail. Nous verrons ensuite les conséquences des changements climatiques sur la sécurité et la santé au travail. Nous verrons par la suite les impacts de la santé mentale et les impacts du changement climatique naturellement sur la santé mentale et le bien-être des travailleurs. Et avant de conclure, nous verrons quelques mesures de résilience en matière de santé et sécurité au travail face au changement climatique. En introduction, nous disons que la hausse des températures, la multiplication des catastrophes naturelles, les événements météo extrêmes, le stress thermique, ce sont quelques mots, M-O-T-S, qui permettent de décrire des mots M-A-U-X occasionnés par le changement climatique. Ce changement climatique a déjà de nombreuses conséquences sur le quotidien des acteurs, aussi bien en milieu professionnel qu'au cours de la vie courante. Et ceci va impacter énormément le monde du travail. Par définition, les changements climatiques consistent en des variations de température et de conditions météorologiques sur le long terme. Ces variations peuvent être des phénomènes d'ordre régional et peuvent également être d'ordre naturel, mais pour la plupart, ces variations résultent des activités humaines. Et lorsque je parle d'activités humaines, c'est aussi bien activités au cours de la vie courante, tout comme activités au cours de la vie professionnelle. Ces activités au cours de la vie humaine, ou bien ces activités humaines qui sont des activités anthropiques, qui vont augmenter la température de l'atmosphère, sont naturellement en lien avec l'utilisation de combustibles fossiles qui vont engendrer la production de gaz à effet de serre que nous verrons un peu plus loin. Quelques données. Selon l'INRS, on estime à 650 milliards d'heures de travail perdues par an en lien avec la chaleur humide. 80 millions d'emplois seraient directement menacés par le réchauffement climatique. La même institution a estimé à 80% la proportion de salariés qui indiquent se sentir concernés par les sujets liés à l'environnement. Et sur ces 80% de salariés, 70% considèrent que le dérèglement climatique peut affecter la santé des travailleurs, ce qui veut dire qu'il y a 70% qui sont conscients du fait que le changement climatique peut affecter la santé du travailleur. Mais comment, dans ce contexte, assurer la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des conditions de travail changeantes ne devrait-elle pas préoccuper? Mais avant de progresser,
voyons un peu ce que nous mettons dans le changement climatique avec les gaz à effet de serre dont j'avais parlé plus tôt. Nous voyons l'atmosphère est recouverte par une couche et vous voyez en bleu foncé des gaz et particulièrement le CO2, le gaz carbonique qui est le plus important en proportion. Nous recevons de la lumière du soleil, laquelle lumière est porteuse d'une charge de chaleur importante. La couverture que je montre en bleu foncé constitue une couche qui absorbe et retient cette chaleur. La chaleur, il y a une partie qui traverse la couche et vient vers la Terre. Une partie est réfléchie vers la même couche à nouveau et va devoir être conservée dans cette couche. Et c'est ce qui donne l'effet de réchauffement dont nous parlons. Et lorsque nous parlons des sources de ces réchauffements, nous avons pu voir l'activité professionnelle en termes de production de gaz carbonique. Vous voyez des industries qui peuvent relarguer dans la nature du CO2. Vous voyez les moyens de déplacement. Vous voyez également certains phénomènes naturels, notamment les volcans qui peuvent relarguer de l'énergie et ainsi le CO2 comme produit de combustion dans la nature. Donc, plus la quantité de CO2 est importante, c'est que nous donnons le potentiel à l'atmosphère de garder ou bien de conserver énormément de chaleur et de la relarguer vers nous, les habitants de la Terre. Quelle relation nous faisons entre les changements climatiques et la sécurité et la santé au travail? Les changements climatiques vont entraîner naturellement des conditions météorologiques extrêmes. On aura des vagues de chaleur, des tempêtes et des inondations. C'est ce que le réchauffement climatique provoque. Ces conditions météorologiques extrêmes associées au changement climatique vont alors augmenter le risque d'accidents, voire de maladies. Ainsi, les travailleurs en bonne santé et en sécurité devraient naturellement accroître la productivité des entreprises. Maintenant, si par l'effet de l'impact de ces changements climatiques, ces travailleurs venaient à tomber malades ou à être blessés, vous comprenez avec moi qu'il y aura une interruption de l'activité professionnelle. Il y aura des coûts supplémentaires qui vont être générés pour les entreprises et ceci va naturellement mettre en cause la responsabilité aussi bien sociale que juridique des entreprises, ce qui va se traduire par des pertes de ressources. Les conséquences des changements climatiques sur la sécurité et la santé au travail. Lorsque nous prenons les événements pouvant être liés ou pouvant être la conséquence directe du réchauffement climatique, notamment les inondations, la chaleur et autres, les conséquences sur la santé, c'est qu'on aura une baisse de la concentration, un temps de réaction élevé et une irritabilité importante en ce qui concerne la chaleur. Lorsqu'il fait chaud, voilà ce qui se passe, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu de la vie courante. De façon concrète, je vais donner quelques exemples. Nous avons vu que le réchauffement climatique peut être à l'origine de catastrophes naturelles, notamment les inondations, lesquelles inondations sont habituellement précédées par la pluie, laquelle pluie est précédée par des vents violents.
Cette situation peut être à l'origine de chutes d'objets, lesquelles chutes vont entraîner des accidents de travail naturellement. L'inondation peut être suivie de glissements de terrain. Et les conséquences, c'est en termes de mortalité, en termes de blessures. Ces glissements de terrain peuvent remanier le sol au point d'exposer le travailleur en milieu agricole à des matières organiques ou à des substances chimiques qui étaient enfouies. Ceci va poser également des problèmes relativement à la gestion des déchets remaniés et les mêmes situations de réchauffement climatique qui vont par endroits être source de sécheresse vont être à l'origine de conflits entre deux groupes de professionnels particuliers. Autour des points d'eau, il s'agit de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc, on ne se rend pas compte que le réchauffement climatique pouvait être à l'origine de toutes ces situations. Les conséquences des changements climatiques sur la santé et la sécurité au travail. On va assister à une augmentation de maladies professionnelles par exposition à des conditions climatiques extrêmes. Lorsqu'il fait chaud, il fait sec, c'est la période où nous avons les épidémies de méningite. Donc, le professionnel de santé peut être concerné s'il n'était pas prémuni. Les conditions climatiques extrêmes, la chaleur également, avec la déshydratation, constituent un facteur favorisant de la survenue des troubles musculo-squelettiques. On va également assister à la propagation de maladies vectorielles. Des vecteurs qui initialement sont en milieu forestier, sont dans la brousse, vont pouvoir se retrouver dans la communauté, exposant aussi bien les citoyens, tout comme les travailleurs, et particulièrement les travailleurs du secteur de la santé. Le réchauffement climatique serait également à l'origine de cette particularité qu'on appelle le stress thermique, qui va se manifester par une fatigue accrue, une baisse de la performance intellectuelle, et lorsqu'il y a baisse de la performance intellectuelle et de la vigilance, soyez d'accord avec moi qu'il y aura des accidents. Quel impact pouvons-nous avoir sur la santé mentale et le bien-être des travailleurs? Le réchauffement climatique va être à l'origine d'augmentation de stress lié à l'incertitude, pouvant être corrélée aux conséquences des événements climatiques, lesquelles conséquences sont habituellement imprévisibles. On ne peut pas savoir ce qu'un glissement de terrain peut entraîner en termes de pertes économiques. Donc, un travailleur qui est dans un environnement menacé par les changements climatiques va naturellement s'inquiéter lorsqu'on voit les signes avant-coureurs. Il y aurait également l'anxiété liée au risque pour la santé personnelle en lien avec ces événements climatiques qui vont être à l'origine de pollution extrême. Vous allez en Inde aujourd'hui, mais New Delhi fait partie des villes les plus polluées au monde, tout simplement en lien avec l'activité anthropique qui augmente la production de CO2 et autres gaz à effet de serre, et ce qui rend cette ville invivable. Ils cherchent des moyens pour pouvoir réduire l'impact. L'autre impact sur la santé mentale, c'est que ces événements de réchauffement climatique vont impacter négativement l'équilibre
travail et vie personnelle. Cette perturbation sera en lien avec les événements traumatiques pour lesquels on a des appréhensions, les pertes d'ordre matériel, ce qui va rendre le sujet vulnérable au stress et bien naturellement à l'épuisement professionnel. Avant de conclure, je vais nous proposer quelques mesures de résilience en matière de santé et sécurité face au changement climatique. Lorsque je parle de résilience, c'est l'adaptation, comment faire pour maîtriser le risque, minimiser l'impact du changement climatique. Une des premières mesures, c'est tout ce qui rentre dans ce que nous allons appeler l'éco-responsabilisation, qui ne signifie rien d'autre que l'ensemble des comportements que l'on doit pouvoir adopter en tenant compte de l'impact que notre comportement, notre attitude pouvait avoir sur l'environnement. Je vous cite quelques exemples. Ils sont relatifs à nos acquisitions, à nos productions et aux déplacements. Par rapport aux acquisitions, nous avons la possibilité aujourd'hui d'acquérir des équipements qui produisent moins de CO2. Donc, on doit pouvoir tenir compte de cela dans nos politiques d'acquisition. Parce que dans notre pratique, en milieu professionnel, que ce soit public ou privé, nous voulons acheter un équipement, un matériel, on pense habituellement à ce qui est moins cher. Et ce qui est moins cher ne garantit pas forcément l'effort à faire en matière de réduction de la production des gaz à effet de serre. C'est pareil pour nos moyens de déplacement. Nous sommes accoutumés aujourd'hui à aller avec les moyens les plus rapides possibles, sauf que ces moyens produisent énormément de gaz à effet de serre, ce qui contribue au réchauffement climatique. Donc, une attitude éco-responsable va nous amener à intégrer dans notre pratique de tous les jours, lorsque nous avons la possibilité de choisir un moyen de déplacement, de prendre ce qui va le moins possible produire des gaz à effet de serre. Si on peut aller à vélo, pourquoi ne pas y aller? Et on choisit de prendre un véhicule individuel. Pourquoi ne pas favoriser le transport en commun au lieu que nous tous nous prenions nos moyens de déplacement? Pourquoi ne pas penser au covoiturage? Nous sommes 4 à aller vers la même destination. Chacun prend son véhicule. Voyez-vous, nous produisons tous les mêmes gaz à effet de serre qui vont contribuer au réchauffement climatique. Donc, il s'agit alors de changer de comportement en ayant un comportement éco-responsable. Nous ne pouvons pas minimiser ces risques sans former les acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Et lorsque je parle d'acteurs de santé et sécurité au travail, ce n'est pas une question de spécialistes. Qui que nous soyons, nous sommes des acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Donc, ceci engage la responsabilité aussi bien de l'employeur que des travailleurs. Donc, chacun, en ce qui le concerne, a sa part à jouer en matière de minimisation des risques de réchauffement climatique. Un dernier exemple pour clore, c'est l'écologisation de la restauration. C'est un concept de la restauration collective, un concept nouveau, mais qui ne veut rien dire d'extraordinaire. Regardez comment nous consommons aujourd'hui. Exception, mais chacun part avec un takeaway. La destruction de ces takeaway, plus tard, va être à l'origine de production de gaz à effet de serre, ce qui va contribuer au réchauffement climatique. Donc, dans la mesure du possible, si on peut éviter l'utilisation de ces ustensiles plastiques, je pense que nous
contribuer. Il en est de même alimentaire. Ce n'est pas pour nous dire qu'il y a certains qui sont égoïstes. Il faut arriver à préparer ce dont on a besoin. Vous jetez un coup d'œil dans les poubelles de certaines familles, il y a énormément de restes alimentaires qui sont jetés. Comprenez avec moi que l'énergie déboursée pour préparer la quantité qui dépasse ce dont on a besoin de consommer, vous voyez qu'il y a une surproduction de gaz à effet de serre, ce qui va contribuer à réchauffer le climat. Il faut également diversifier les sources de protéines. Donc, je voudrais parler là d'équilibrer les protéines aussi bien animales que végétales. Le temps de cuisson de ces différentes formes de protéines n'est pas le même. Plus longtemps dure la cuisson, plus nous produisons du CO2. Approvisionnement durable et qui soit également corrélé à la qualité de ce que nous sommes en train de prendre. Que retenir? Retenons que nous sommes face à des défis environnementaux qui sont nombreux et il s'agit notamment du dérèglement climatique qui va impacter nos entreprises à plusieurs niveaux. La santé et la sécurité au travail revêt alors une importance capitale en contexte de changement climatique pour protéger les travailleurs, prévenir les accidents et maintenir la productivité. C'est très important. Vous allez vers un employeur, vous parlez de prévention sans qu'il ne voit son intérêt en matière de productivité, il ne va pas s'appliquer. Il est important de respecter les obligations aussi bien légales que sociales, ce qui va contribuer à la résilience climatique. Ce sujet constitue une responsabilité partagée. Il va au-delà du contexte professionnel et c'est ainsi que dans notre vie de tous les jours, nous devons appliquer les mesures qui contribuent à rafraîchir le climat. Il est important alors de contribuer à la résilience climatique en faisant de l'investissement sur les infrastructures qui soient résilientes, donc infrastructures qui tiennent compte de la minimisation de la consommation d'énergie. Vous prenez nos bâtiments aujourd'hui, mais on construit sans véritablement donner plus de place à l'aération naturelle. Et à longueur de journée, on est obligé d'allumer les climatiseurs. Ceci va contribuer justement à accroître la température de l'environnement, à réchauffer le climat. Voilà, c'est quelques points que je souhaitais partager avec vous. Je suis au terme de ma présentation et vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Abobli. Je rappelle que Dr Abobli, il est expert en santé, en médecine de travail, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, directeur du CHU, Sylvanus Olympio. Merci en tout cas pour cette brillante présentation. Alors, pour faire gros, Dr Abobli nous a quand même planté le décor en nous présentant ce que c'est que le b.a.-ba, en tout cas les b.a.-ba des changements climatiques. Et puis, il a fait une démonstration que les conséquences vont du naturel jusqu'au niveau humain. Donc, on va avoir un dérèglement climatique avec les inondations, avec les vents et tout le reste. Et puis après, on va aussi avoir des conflits même entre les professionnels. Maintenant, quand on vient à la santé, n'en parlons pas, les infections respiratoires, la baisse de vigilance qui va produire donc la baisse de productivité, l'augmentation du stress et anxiété. Qui dit ça, ça veut dire que potentiellement la personne est exposée à faire HTA et d'autres maladies qui vont avec. Et ça va aussi perturber l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et je crois que le docteur a fini quand même par appeler à la conscience personnelle de tout le monde. En réalité, ce n'est pas que c'est la nature qui se déchaîne en soi, mais il y a beaucoup
le comportement humain qui est en jeu. Donc, je crois qu'il y a un appel aussi à un changement comportemental et social pour pouvoir diminuer drastiquement ces effets climatiques sur la santé. Merci. Nous allons donc recueillir les questions. Nous allons prendre une série de 3 ou 4 questions et le professeur se fera donc le plaisir de nous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous levez la main et puis on vous donne la parole, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai peut-être une première question en attendant que les autres ne s'expriment. Docteur, vous avez dit que lorsque nous allons pour faire le choix de nos engins ou bien de nos instruments à la maison, qu'on peut utiliser à la maison, il faudra quand même faire le choix pour pouvoir minimiser la production des gaz à effet de serre. Je comprends par là qu'il faut prendre les objets beaucoup plus neufs plutôt que les objets qui sont souvent utilisés et qui sont revendus sur le marché. Alors, peut-être que la question qu'on se poserait, c'est comment pouvoir juguler la force financière avec ces objets-là. La plupart sont peut-être ne gagnent pas assez beaucoup d'argent. Donc, est-ce que ce volet, est-ce que cet exemple-là ou bien est-ce que ce conseil-là, il est viable? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être agir sur les autorités qui font rentrer, par exemple, je donne l'exemple des véhicules qui sont déjà utilisés 5-10 ans ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une politique pour pouvoir réduire ou bien interdire ces choses-là et plutôt faciliter l'accès des populations avec une baisse de taxation sur des objets nouveaux? Moi, c'est ma question. C'est vrai que ça rentre beaucoup plus dans l'économie, mais ça vaut quand même la peine d'être posé. Merci pour cette question qui trouve toute sa place. Elle est bien pertinente. Et dans la question, vous avez même donné des éléments de réponse pour me faciliter la tâche, certainement. C'est vrai, ce que j'ai donné, c'est une opinion, une approche qui nous amène déjà à être alerte, à prendre conscience du fait que dans nos choix, nous pouvons impacter négativement ou positivement le climat. Dans les approches de solutions, il y a une part qui revient aux autorités. Si on ne facilite pas l'accès sur nos territoires d'engins qui sont déjà usés et qui produisent énormément de gaz à effet de serre, si on ne facilite pas leur accès, naturellement, nous ne pouvons pas les avoir. Donc, on aurait contribué à la réduction de cette production. Vous voyez, il y a certains pays, le Ghana à côté, la Côte d'Ivoire, ils ont une loi qui est bien appliquée. Pas possible de faire entrer des moyens roulants à moteur qui soient plus vieux de 5 ans. Ça ne passe pas. Deuxième approche, ça devrait être de la facilitation alors aux citoyens pour accéder ou bien pour pouvoir acquérir des engins neufs. Combien parmi nos jeunes fonctionnaires sont en mesure d'aller à Sika Toyota pour acheter un véhicule neuf? Non. Le coût de vie, le niveau de salaire est tel que beaucoup ne peuvent pas s'offrir, je ne vais pas dire ce luxe, cette possibilité, mais il devrait être intéressant de développer une politique qui permette à ce que les banques accompagnent véritablement un jeune qui vient de commencer son activité professionnelle. Si on lui donne la possibilité d'avoir un prêt sur un certain nombre d'années qui lui permet d'acquérir un moyen roulant neuf, je crois qu'il gagnerait énormément. Parce que la conséquence de ce que nous faisons actuellement, vous allez au port pour prendre un véhicule usagé, vous vous déplacez avec le mécanicien qui déjà sur les lieux commence par vous créer des pannes. Il va vous fidéliser, mais si vous faites le point au bout de 5 ans, vous aurez mieux fait d'acheter un véhicule neuf.
Voilà des approches. Et en tenant compte également, ou du moins en étant sensible au fait que de par nos comportements en matière de choix de nos acquisitions vont pouvoir entraîner le réchauffement climatique, il est également important que l'on privilégie le transport en commun. Nous sommes dans des pays à ressources limitées, mais nous avons plutôt un comportement, je dirais, de riches, entre guillemets. Chacun veut avoir son moyen de déplacement. Quelques années en arrière, on arrivait à marcher, on prend le transport en commun, on descend quelque part, on continue à pied. Donc, ce n'est pas que la responsabilité des citoyens individuellement, mais il revient également à l'État de développer, de promouvoir le transport en commun. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais apporter à votre question. Merci. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci pour ces réponses. Je donne la parole à Mpe Techota. Ouvrez votre micro et puis posez votre question. Oui, Mpe Techota, vous avez la parole. Votre micro est fermé. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Maman. OK. On va donner la parole à Ugadja Napo. Ugadja Napo. Madame Bello, vous pouvez fermer votre micro. Madame Bello. OK. Oui, Ugadja, vous pouvez parler. Oui, oui, bonjour les participants et merci beaucoup au professeur pour sa présentation. Et je n'ai pas suivi le début de la présentation, mais ce que j'ai compris, je voulais poser quelques questions. Je suis dans le domaine de la santé. Ma première question est de savoir, le professeur peut le savoir, concernant par exemple nos moyens de stérilisation des instruments au bloc opératoire. Par exemple, si on prend le Popinel et l'autoclave, est-ce qu'ils produisent de gaz à effet de serre? Et si on prend aussi l'incinérateur, bon, est-ce qu'ils produisent des gaz à effet de serre? Et si oui, est-ce que la production de ces gaz à effet de serre, est-ce que la quantité augmente avec l'âge ou bien oui, l'âge de cet appareil? Il en est de même pour nos véhicules. Est-ce que quand le véhicule est neuf, ça ne produit pas de gaz à effet de serre ou bien c'est avec l'âge, quand l'âge avance pour ces appareils qui produisent le gaz à effet de serre? Bon, comme je n'ai pas suivi le début, je n'ai pas su comprendre le mécanisme de production de ces gaz. Maintenant, l'autre aspect dans le domaine de la santé et aussi dans le compte de la santé sécurité au travail, comment le professeur voit que les syndicats peuvent participer à l'amélioration ou bien à la sécurité dans le domaine de la santé? Merci beaucoup. Merci pour votre question. On va prendre aussi la question de Monsieur Tibouya Palanga. Après, le professeur va répondre à toutes ces questions. Oui. Tibouya Palanga, vous avez la parole. Le micro est fermé. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. Excusez-moi de vous avoir pris du temps. Il y avait un petit souci avec les téléphones. En fait, une préoccupation, excusez-moi, que ça peut peut-être apparaître en dehors
de l'exposer, mais je suis inspecteur du travail en République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord avoir une précision ou une aide de votre part. Je ne sais pas si vous pouvez me conseiller où pour faire une spécialisation en santé du travail. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est en fait euh, lié à l'exercice en fait, de mon métier. Quand vous parlez des appareils, je fais allusion personnellement à un instrument au fait, que j'ai rencontré sur terrain. Oui, On a on ne vous perdu reçoit M. plus. Palanga. On ne vous reçoit plus, M. Palanga. Votre micro est toujours fermé, hein. Les Bon, aléas d'accord. du téléphone portable. Oui. Voilà. On va donner la parole à Delalong, Delalong Pego. Et puis, on va revenir à Tibouya, si possible. Ok, merci beaucoup à Dr. Agobli pour la communication. J'ai aimé le thème. Ça vient à temps. On a senti qu'en 2024, on a senti l'effet de la chaleur sur le travail des fonctionnaires, des cadres. On a eu aussi assisté à des coupures de courant, pas de climatisation, donc l'effet de la chaleur l'a senti. J'aimerais savoir, dans ces conditions-là, comment en prendre en charge cet impact pour que nos rendements ne baissent pas. On a parlé du stress, certes, mais comment prendre ça en charge? Quel type de boisson prendre? Quel type d'aliments pour consommer en ce temps-là pour que vraiment on ne soit pas trop déshydraté? Et dans les ménages aussi, avec la climatisation aussi, le problème n'est pas résolu. Réellement, comment faire face? euh, euh, Comment prendre en charge vraiment l'effet de la chaleur sur la santé? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, bon, le président a déjà dit, et dans le milieu hospitalier, on incinère les déchets médicaux. J'aimerais savoir s'il y a des études qui ont été réalisées dans les grands centres de France tels que CH, USO, CHU, Campus ou bien de CARA, pour voir un peu l'effet, mais dans quelle mesure l'incinération contribue à la pollution de l'atmosphère. S'il y a des études qui ont été réalisées ou en cours, s'il y en a, s'il peut partager avec nous quelques résultats. Et récemment aussi, il y a un centre d'enfouissement qui a été créé, par exemple à Zanguera. Ça aussi, on sait que ça va contribuer nécessairement à la pollution de l'air. Est-ce qu'il y a des études qui sont prévues pour mesurer ces éléments-là, pour qu'on puisse vraiment l'utiliser pour conscientiser la population par rapport à cela? Merci à vous. Oui, merci beaucoup, M. Pego. On va prendre une dernière question. Après, on va encore prendre une autre série de questions pour ne pas que on perde le fil. Mpe Techota. Mpe Techota. Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler. Alors, Ismaël Dinte. Ismaël Dinte. Ismaël. OK. Bon, professeur, docteur, je crois que... Oui, allô? Allô? Oui, allô, Oui, Dinte, allô? allez-y. Oui, Ismaël. Oui, Ah bon. oui. Allez-y, allez, on vous reçoit. Bonsoir, docteur, chers participants, bonsoir à tous. Je suis inspecteur du travail, Dinte Ismaël, et je suis à la direction générale de la protection sociale. Par rapport à la thématique qui est développée, nous savons tous que l'inspecteur du travail est l'un des acteurs principaux de la sécurité, en matière de sécurité et santé au travail. Et cette nouvelle thématique que je viens de suivre
paraît très important pour l'inspecteur du travail. Je voudrais savoir, y a-t-il des mesures de renforcement des capacités dans cette nouvelle thématique pour le corps des inspecteurs du travail? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, monsieur Tibouya, finissez vos questions et puis le docteur va répondre. Merci beaucoup. Merci pour merci de m'avoir accordé la seconde chance pour poser ma question. En fait, je voulais un peu savoir aussi, nous avons généralement un phénomène ici au pays de receveurs avec nos transports où c'est il y a presque pas de l'espace et les gens sont presque étouffés. Qu'est-ce que cela comme effet par rapport à votre matière que vous venez d'exposer? Qu'est-ce que cela a comme effet sur la santé des clients ou de gens qui sont à bord d'un tel moyen de transport ou un tel véhicule? C'était ça, au fait, ma question. OK, merci beaucoup. Nous allons pouvoir donner l'occasion au docteur. Il répondra et puis nous allons encore prendre une autre série de questions. Docteur, vous avez la parole. Je crois qu'il y a M. Mpete Chota, Ugaja Napo, Tibuya Palanga, de la Pego, et puis Ismaël Dinta qui ont tous posé des questions. Donc, je crois que voilà, je crois le Ugaja avait demandé, voilà, en ce qui concerne les incinérateurs et puis la stérilisation, est-ce que ce n'est pas des sources de gaz à effet de serre et puis comment est-ce que les syndicats peuvent aider à pouvoir assurer la santé et sécurité au travail des praticiens. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants pour l'intérêt porté au sujet de la santé et sécurité au travail. Et je me dis que nous avons un très bon commencement. Et de façon ramassée, il y a des questions qui se recoupent. Je voudrais déjà rassurer le dernier intervenant, l'inspecteur du travail, je crois, Ismaël, et pour lui dire qu'il n'y aura pas que les inspecteurs du travail qui vont bénéficier de la répétition de ce genre d'exercice, mais c'est des acteurs de tous les bords. Et si vous êtes déjà volontaire, nous allons pouvoir collaborer, puisque parler de la santé et sécurité au travail aujourd'hui, c'est comme, c'est comme une mission d'évangélisation pour moi. Voilà, c'est ma Bible, il faut que j'en parle et quitte à ce que le message finisse par impacter. Monsieur n'a pas voulu savoir si les moyens de stérilisation que nous utilisons, que ce soit les autoclaves ou bien les poupinelles, produisent des gaz à effet de serre. La réponse est oui, tout ce qui peut produire de la chaleur et dégager en quelque sorte du gaz carbonique contribue à produire ce genre de gaz. Et il voudrait également savoir si les incinérateurs, il a évoqué le cas des incinérateurs dans nos hôpitaux et en quoi les syndicats peuvent intervenir. Les incinérateurs, naturellement, produisent également des gaz à effet de serre dès lors que les produits de combustion qui se dégagent contiennent énormément du CO2. Maintenant, comment faire pour minimiser la production de ces gaz, parmi lesquels le CO2? C'est déjà en commençant par faire un bon tri des déchets. Lorsque nous réduisons la quantité de déchets à envoyer à l'incinérateur, vous voyez naturellement qu'il y aura peu de choses à incinérer, peu de temps à faire fonctionner l'incinérateur et par voie de conséquence, il y aura moins de CO2 qui va être dégagé. Deuxième aspect, les syndicats. Oui, les syndicats sont des acteurs clés de la santé et sécurité au travail et ils sont les bienvenus parce que c'est eux qui sont sur le terrain, ils font des observations
Les syndicats constituent une force énorme de propositions. Ils sont très bien écoutés par les pairs. Je crois que leur implication ferait du bien en matière de la prévention, en matière de la santé et sécurité au travail. Palanga a voulu savoir, il est inspecteur du travail et il souhaite se spécialiser en santé au travail. Bon, je ne sais pas ce que vous avez comme profil de base, mais la formation en santé et sécurité au travail, lorsque je prends la santé et sécurité au travail, c'est une spécialité qui est ouverte aux médecins, mais également à des infirmiers. Tout dépend du niveau. Maintenant, vous pouvez ne pas être spécialiste en santé, mais faire une activité qui concourt également à la santé et sécurité au travail. C'est notamment une formation en QHSE, en qualité hygiène, sécurité et environnement. C'est possible. Donc, nous pouvons échanger après, inbox, pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons vous donner davantage d'explications. Monsieur Pego a évoqué les coupures de courant et nous avons ressenti effectivement les conséquences de ces coupures. Oui, nous subissons des situations aujourd'hui qu'il est peut-être difficile de rattraper. Si le bâtiment a été construit sans tenir compte des besoins de ventilation naturelle, d'aération naturelle, vous voyez qu'il va être difficile de pouvoir remédier. On va continuer par polluer l'atmosphère en faisant usage des climatiseurs. Maintenant, si nous prenons conscience que cet état de choses contribue à réchauffer le climat et que nous voulons agir durablement, c'est que les prochaines fois que nous aurons à construire, il faudrait tenir compte de ce besoin dès l'entame. Le choix même des peintures participe à la réduction de l'effet de la production des gaz à effet de serre, participe à la minimisation de la consommation d'énergie. J'ai vu en Algérie. Alger, c'est une ville qui est pratiquement toute peinte en blanc. Et vous avez la couleur blanche même sur les toitures. Le blanc a la capacité de refléter la lumière. Donc, le blanc n'absorbe pas. Le blanc rejette la lumière. Les bâtiments qui sont peints en blanc, qui ont leur toiture en blanc, ne vont pas absorber la lumière. Donc, s'ils rejettent la lumière, donc la chaleur, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura besoin moins de faire usage du climatiseur parce qu'à l'intérieur, il ferait assez frais. Oui, est-ce qu'il y a des études qui vont traiter de l'enfouissement des déchets après Zanguira? Je n'ai pas d'idée sur les perspectives en termes d'études sur ce projet, mais je pense que c'est une bonne piste à explorer naturellement. Je pense avoir fait le tour des questions. Si j'en ai oublié, modérateur, vous pouvez me le rappeler. À vous. Merci beaucoup, docteur. Et je crois aussi que vous avez effectivement brossé toutes les questions. Vous avez fourni des éléments de réponse. Je crois que dans le chat aussi, il y a des gens qui évoquent le fait que la construction des infrastructures, voire nos logements, doivent répondre aux critères d'aération pour pallier à certains phénomènes de santé. Donc, le problème se situe au niveau du foncier avec des coûts élevés de terrain qui contraignent les habitants à s'agglutiner. Donc, encore une fois, ça, c'est M. Tchona qui a fait cette observation qui est pertinente au passage. Je crois qu'il y avait un participant qui avait levé la main, c'est M. Dacilenou, voilà, je crois. Oui, Numbi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, professeur, pour la présentation.
Je suis très content de suivre cette formation. Ma question va aller au niveau des pesticides et des engrais chimiques utilisés dans l'agriculture. Je voudrais savoir, est-ce que ces pesticides qui polluent bien sûr le, le, le sol sont aussi des éléments de gaz à effet de serre? C'est la première question. Maintenant, par rapport à la question de l'ami qui a posé la question de savoir s'il y a une étude qui a été faite au niveau du CET, le Centre d'enfouissement technique de Nuépé, il y a des études qui sont disponibles. Et le système mis en place là-bas, c'est un système qui consiste à entasser les déchets et sur des couches bien superposées et à extraire le lexivia. Le lexivia qui est le liquide suintant et que ce liquide est traité de manière à vraiment pour que l'exutoire final soit un liquide propre à jeter dans la nature. Donc, c'est l'élément que j'avais à ajouter à la question de l'ami et avant aussi de poser ma question. Merci, professeur. Merci Oui, beaucoup, Nombi. voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nous allons pouvoir les prendre. Sinon, docteur, vous pouvez répondre à la préoccupation de M. Koubi. Voilà, en attendant. D'accord. Oui, M. Dacilenou a voulu savoir si les pesticides et engrais chimiques font partie des substances pouvant générer des gaz à effet de serre. Honnêtement parlant, je ne saurais répondre à cette question. Mais dans mon développement, l'aspect que j'ai abordé, c'est que tout ce qui va concourir à la production de gaz à effet de serre va participer au réchauffement climatique et les conséquences qu'on pouvait avoir, c'est notamment les inondations, éboulements de terrain et autres. Et j'ai également dit qu'au cours des glissements de terrain qui vont remanier le réceptacle sol, il y aura naturellement des pesticides et des substances chimiques qui vont être relarguées dans la nature, qui vont pouvoir être en contact avec la peau des professionnels. Donc, il y aura alors une exposition professionnelle pouvant être source de maladies ou d'accidents du travail. Mais la relation entre ces pesticides et engrais chimiques et la production de gaz à effet de serre, là, je n'ai pas d'éléments de réponse. Merci à vous. Merci, docteur. Il y a une question qui est dans le chat. Comment adapter les industries agroalimentaires face à ce problème de changement climatique? Et le second volet, c'est est-ce qu'il y a des études sur la thématique au Togo? C'est une question que le participant Nkwe et Chota a posée. Si vous pouvez donc nous donner des éléments de réponse, docteur. D'accord. Oui, il n'y aura pas que les industries agroalimentaires qui doivent être concernées par cette thématique. Nous retenons grosso modo que tout ce qui est en mesure de brûler, de produire du CO2 est à l'origine de production de gaz à effet de serre. Donc, que ce soit dans l'agro-industrie ou bien dans d'autres secteurs industriels, il est alors important de revisiter les process pour rester dans une logique de lean management. L'idée, c'est de voir quelles sont les étapes qu'on peut éliminer pour minimiser la production ou bien la consommation d'énergie. Si on arrive à fonctionner ainsi, à défaut d'éliminer complètement, on va réduire la production de ces
gaz. Voilà ce que je pourrais répondre. À vous. Oui, merci, docteur. Alors, moi, j'ai aussi une inquiétude qui taraude dans ma tête. La thématique, elle est tellement bien que je me pose la question. Donc, vous avez dit que toutes les couches professionnelles sont concernées. Quand je prends le cas des médecins, ou bien de ceux qui consultent, hein, ça peut être sage-femme, infirmier et tout le reste, quelle va être leur part pour pouvoir assurer une bonne santé, sécurité au travail des patients qu'ils reçoivent? C'est vrai que nous avons reçu ça. Après, ça reste une information intéressante, mais comment est-ce que nous pouvons l'appliquer au quotidien lorsque nous recevons des patients ou bien lorsque nous sommes dans l'exercice de notre profession? Quand je prends par exemple les inspecteurs de travail, eux, d'emblée, ils ont manifesté un engouement parce qu'ils le font au quotidien. Mais qu'en est-il alors des médecins ou bien des praticiens euh, en médecine qui font le travail au quotidien? OK. J'ai bien dit que tout le monde est concerné par la question de la santé et sécurité au travail. Et il y a différents cadres, différents canaux qui permettent de faire passer le message. Ce qui est intéressant, notre code de déontologie médicale a prévu dans une de ses dispositions que la formation médicale continue constitue une obligation pour le médecin. Mais pourquoi, à l'occasion des journées que le Conseil de l'Ordre des médecins organise, on ne pourrait pas se servir de ce cadre pour partager sur des sujets comme celui-ci et d'autres également. Donc, c'est une possibilité. Donc, des organisations professionnelles de tous ordres également existent. Ce n'est pas évident de pouvoir toucher tout le monde à la fois, mais on peut également procéder par contact avec des petits groupes, des petits regroupements et pouvoir ventiler le message. Nous avons l'avantage aujourd'hui de l'Internet. Vous voyez, nous avons pu avoir des confrères, des collègues du Congo qui ont pu participer à cette séance d'échange. Je crois que c'est des facilités, des possibilités en diffusant les liens de ces occasions de communication sur nos différents réseaux professionnels, ce qui permettra d'embrasser un plus grand nombre. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Il y a aussi une question dans le chat. En attendant que les gouvernements interdisent la production de contenants en plastique, que faire pour aider les communautés à les éliminer sans les brûler? Question pratique. Comment éliminer sans brûler? La question elle est pratique et assez délicate. Idéalement, c'est de ne même pas du tout produire et avoir recours à ces sachets. Ces sachets plastiques, il y a deux possibilités il y a différentes possibilités de les détruire. Vous avez évoqué de brûler et il y a également possibilité d'enfouir. Mais on peut également recycler. Maintenant, lorsque je prends la possibilité de brûler, c'est la plus mauvaise des options parce que ça va produire les gaz dont nous parlons, ça va contribuer au réchauffement climatique. Lorsque nous prenons l'option de faire un enfouissement, c'est un bombe à retardement. Les sachets que vous enfouissez, mais dès lors qu'ils ne sont pas biodégradables, vous en avez jusqu'à 300 voire 400 ans pour qu'ils se dénaturent complètement. Vous voyez que ceci va contribuer à polluer durablement notre environnement. L'option la plus intéressante serait celle de faire du recyclage. Et pour faire un bon recyclage, ça suggère que nous avons appris et nous avons intégré dans notre façon de faire au quotidien le tri des déchets. Vous allez dans certains pays, mais sortez devant les maisons, il y a différentes sortes de poubelles.
on ne met pas les plastiques ensemble avec ce qui est en bouteille, on ne met pas les bouteilles avec les restes alimentaires. Donc, c'est inscrit et puis même dans l'éducation des enfants, aussi bien à la maison qu'à l'école, il leur est tellement martelé cela, si bien que ça marche. Bon, toute chose a besoin d'avoir un début. Je crois que nous avons bien commencé en parlant déjà du sujet. Si les occasions se multiplient, et j'estime que ça va pouvoir impacter. Vous venez au CHU Sylvanus Olympie aujourd'hui. Nous faisons l'effort de mettre des poubelles un peu partout. Mais ça m'arrive d'interpeller des gens qui finissent de boire leur sachet de pure water et qui jettent par terre alors qu'il y a juste une poubelle à côté. Imaginez que nous tous, usagers du CHU ou travailleurs au CHU, nous ayons cette réaction d'interpeller quiconque est en train de dérailler pour l'amener à avoir l'attitude responsable. J'avoue que ceci va également contribuer à la lutte commune dont nous sommes en train de parler. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces réponses vraiment intéressantes. Oui, M. Yacouba, en attendant, bon, je me souviens que quand on était petit, pour aller acheter, on n'allait pas attendre que la revendeuse nous donne l'aliment dans le sachet, mais on amenait une bassine, on amenait un plat avec un couvercle. Je crois que c'est une habitude qu'on pourrait peut-être ramener dans notre quotidien. Ça pourrait nous permettre donc de nous passer, parce que parfois au comptoir, on te sert l'aliment ou bien on te sert le produit dans un sachet et tu ne peux pas ne pas refuser parce que tu n'as rien sous la main pour prendre le truc là. Donc, on peut peut-être revenir à de meilleures habitudes que nous avions il y a de cela 10-15 ans. Ça peut aussi contribuer à la lutte. Merci beaucoup. Je donne la parole à Yacoubatou. Yacoubatou, vous Oui, avez la parole. bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir permis de participer à ce débat assez intéressant. Je voudrais juste vraiment dire merci, grand merci au docteur. Je suis M. Yacoubatou du Burkina Faso. Donc, par la magie de l'Internet, nous avons pu participer à ce débat qui est assez intéressant. C'est tellement bien exposé que j'ai vraiment pas de questions, mais je voudrais peut-être contribuer à dire que je crois qu'au niveau des familles même, on doit revoir un peu l'éducation, ne serait-ce qu'apprendre aux gens en famille de ne pas jeter les choses n'importe comment. Aussi, au niveau de nos gouvernants, je crois qu'il y a l'effet économique qui fait que les gens préfèrent beaucoup plus dans nos pays tels que, je le dis, si vous commandez un véhicule, vous allez au port, vous achetez un véhicule. Si le véhicule est vieux, vous payez moins à la douane. Quand il est neuf, vous payez plus d'argent. Donc, le travailleur qui n'a pas assez de moyens se retrouve en train de payer le plus vieux véhicule pour ne pas payer assez d'argent à la douane. Donc, vous voyez, on le fait sans se rendre compte parce que dû au fait que nos moyens ne sont pas assez conséquents pour qu'on puisse s'adapter à la chose. On devrait faire peut-être le contraire, permettre à ceux qui polluent moins de payer moins que ceux qui polluent plus de payer trop cher. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Donc, je voudrais dire que ce que le docteur a dit, il a touché vraiment les points essentiels de ce débat, qui est vraiment intéressant. Et l'idéal, c'est de multiplier ces genres de rencontres pour que ça aille là où il faut. Vraiment, c'était une contribution pour dire vraiment que le thème est tellement intéressant qu'on ne saurait l'épuiser en 1 ou 2 heures de débat. Merci encore pour cette occasion. Merci. Merci beaucoup, M. Yacouba. Vraiment, c'est intéressant, votre propos. Je crois que c'est à tout l'honneur du docteur et puis de tout le monde qui participe à ce débat. Nous allons donc donner la parole à M. Kodjo Amekpo pour votre intervention. Vous pouvez ouvrir votre micro. Votre micro est fermé. Kodjo Amekpo.
C'est refermé. C'était ouvert tout à l'heure, mais c'est refermé. Oui, c'est Voilà. bon, maintenant, vous pouvez parler, monsieur Code. Oui, c'est bon. Bonjour, docteur. Bonjour à tous les participants. Et le thème, pour dire que le thème est très pertinent. J'ai commencé par suivre et après, j'ai fait un peu de film. Je voudrais juste demander une doléance au docteur qui serait très intéressant de multiplier ces séances de présentation pour nous permettre de familiariser avec, avec ce thème, parce que vu la pertinence du thème, ce serait très intéressant que nous puissions vraiment être vraiment familiarisés. C'est juste cette domaine que je vous remercie. Oui, merci, Monsieur Kodjo. Je crois quand même comprendre que vous avez apprécié la présentation et surtout l'initiative et que vous avez demandé à ce que on puisse répéter cela souvent, que le docteur puisse, en tout cas, en dehors de ce canal-là aussi, faire un travail de sensibilisation, d'éducation des couches socio-professionnelles en matière de santé, sécurité au travail. Docteur, voilà, il y a eu deux interventions, deux commentaires constructifs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, je ne peux que remercier notre ami Kodjo Amekbo. Et c'est un deuxième adepte de ma chapelle. Donc, c'est avec grand plaisir. Nous allons pouvoir multiplier ces occasions et les canaux de communication. Ce n'est pas exclu que nous ayons des occasions de rencontres en présentiel sur d'autres thématiques, que ce soit en santé au travail ou bien en toute autre thématique qui participe au renforcement de capacité des professionnels. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a monsieur ou bien madame Michel Missamou qui a posé une question. Il voudrait savoir ce que vous pensez de la norme ISO 45001-2018. Est-ce aussi une solution pour les entreprises concernant la thématique? Oui, la norme ISO 45000 parle de l'environnement. Et lorsqu'on parle de normes, c'est la mise en œuvre n'est pas obligatoire. Donc, il est important déjà, tout dépend de l'objectif à ce que l'entreprise s'est assignée. Il y a les besoins de labellisation. Lorsque une entreprise dit que je suis certifié ISO 9001, je suis certifié ISO 45000, ainsi de suite. Je crois que c'est pour des besoins de notoriété, mais également, il est important que nos pays puissent saisir de ces opportunités pour encourager en donnant des facilitations aux entreprises qui se mettent en conformité avec ces normes qui justement contribuent à la protection de l'environnement. C'est une bonne piste à mon avis. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci. Il y a un commentaire dans le chat de monsieur Pego. Il souhaiterait que vous organisiez, au regard de l'engouement suscité par la thématique, que vous puissiez organiser un congrès autour de la thématique et que tous les débats soient faits de façon sectorielle. Donc, bon, ça, c'est une proposition qui vous est adressée directement. Voilà. Je prends bonne note. Certainement que M. Pego pourra se mettre en contact avec moi. Nous verrons dans quelle mesure reproduire l'exercice et vers quel type d'acteur. On ne sera pas du tout fatigué de pouvoir le faire, c'est avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, docteur. Donc, je vois que
nous n'avons plus d'autres questions. Est-ce que s'il y a encore des inquiétudes, sentez-vous libre soit de lever la main ou bien de les poster dans le chat. Nous avons encore au moins 5 à 10 minutes. Comme ça, voilà, 5 à 10 minutes. S'il y a des gens qui ont encore des inquiétudes, il y a des gens qui nous suivent de Kinshasa, de Côte d'Ivoire, de Burkina, donc qui écrivent dans le chat. La santé, sécurité, travail, c'est une thématique qui est transversale. Ça ne touche pas qu'un seul pays. Donc, effectivement, nous sommes tous concernés. Donc, professeur, je crois que je vais vous donner la parole pour pouvoir nous faire une sorte de conclusion, de recommandation, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que vous avez présenté ce que nous devons garder, mais au-delà du débat et tout, bon, ce serait bien de nous donner en tout cas un parchemin, une recommandation, une conclusion que nous pouvons garder en tant qu'acteurs de la santé et au-delà. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Avant de clore mon propos, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'initiative. Et je crois que en fin de semaine dernière, où il y a eu la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, il y avait eu énormément d'activités et à l'occasion, nous disions que on devrait faire en sorte de sortir d'une situation du one shot, c'est-à-dire on attend ces journées spécialement et puis on fait beaucoup de bruit et puis après chacun rentre chez lui. Il n'y a pas de suivi. Non. La santé, sécurité au travail, tout comme nous sommes en train de travailler au quotidien, nous devons nous approprier de tout ce qui est approche qui soit favorable à la santé. Et la bonne transition, c'est d'embrayer avec les questions de changement climatique. Nous l'avons vu dans mon développement que le changement climatique, pour une grande part, c'est le comportement de l'humain qui en est responsable. Donc, ce comportement, aussi bien en milieu professionnel que dans la vie courante, il est alors important que nous nous approprions les bonnes manières, les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, c'est que dans notre comportement de tous les jours, nous faisons en sorte de réduire la production de déchets. C'est déjà un bon point de départ. Tant que nous arrivons à réduire la production de déchets, nous allons alors contribuer à la maîtrise de la production de gaz à effet de serre au travers de la destruction de ces déchets. L'autre élément, c'est que nous devons faire comme le colibri. Chacun doit apporter sa goutte d'eau pour éteindre le feu du dérèglement climatique. Ce qui veut dire quoi? En Europe ou dans certains pays africains aujourd'hui, on parle de la taxe carbone, où le pollueur doit être celui qui paye le plus. On met de l'argent sur nos billets d'avion. Oui, ceci fait partie des mesures à encourager même chez nous. Nous avons vu également que les pays à ressources limitées, nous ne devons pas nous permettre certains luxes. Aujourd'hui, vous arrivez au CHU Sylvanus Olympio, vous n'avez pas d'espace pour passer à pied. La cour est inondée, envahie de motos et de véhicules. Et ceci est en train, justement, au travers de ces comportements où les moindres déplacements, nous nous obligeons, pas que nous sommes obligés, nous nous obligeons d'aller avec des moyens roulants à moto. Nous sommes en train de faire de la place aux maladies non transmissibles en lien avec la sédentarité, l'inactivité. Donc, voilà quelques pistes sur lesquelles nous devons travailler en nous disant que la santé, sécurité au travail, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas une question de professionnels. En la matière,
J'avoue que sur cette plateforme, il y a des gens qui sont plus outillés que moi-même pour parler de ces sujets. Donc, il faudrait que nous nous approprions le concept de la santé, sécurité au travail, le concept de travail dans un environnement décent, le concept de comportement qui soit favorable à la santé. Et je crois que c'est ce qui va pouvoir s'inscrire dans la durée, c'est ce qui va pouvoir nous être utile. Une fois encore, je tiens à vous dire un sincère merci et au-delà de vous, un sincère merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour suivre, qui ont pris de leur temps pour contribuer à la richesse du débat. Excellent week-end à vous. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, nous sommes très honorés pour votre disponibilité, votre générosité et votre humilité à pouvoir partager ces vérités-là avec nous. Et je crois que chacun d'entre nous a pu voir qu'il y a un travail à faire chez soi. Un travail à faire chez soi, dans sa propre maison, dans son propre ménage, mais également sur soi. Donc, nous croyons que si, par exemple, toutes les familles réunies, toutes les personnes ici réunies font un travail particulier, on va faire notre part de travail et puis après, le gouvernement suivra, pourquoi pas. Donc, je crois que comme nous avons commencé, nous allons prier et recommander tout entre les mains de Dieu. Et puis à la fin, j'aimerais vous inviter humblement à allumer votre caméra après la prière pour qu'on puisse prendre une photo de famille qui sera pour nous comme une sorte de fiche de présence. Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous bénissons encore ton nom pour ce temps que tu nous as offert et nous sommes très heureux parce que tu nous as, à travers le docteur, délivré des messages importants. Tu nous as délivré, Seigneur, l'état des lieux de la nature, comment ça se passe, comment est-ce que par les activités humaines, nous contribuons à dégrader la couche d'ozone, l'atmosphère, la nature, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre santé. Nous avons pris conscience et nous croyons que tu as parlé à chacun d'entre nous et que nous devons commencer par agir au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau étatique. Aide-nous à pouvoir mettre le nécessaire avant l'agréable. Aide-nous à pouvoir faire des choix judicieux, des choix utiles pour notre santé et pour la santé de nos nations. Nous bénissons ton nom pour la vie de l'orateur. Nous te remercions pour ce que tu as mis dans son cœur et nous prions que tu bénisses chaque participant. Aide-nous à être des agents et des acteurs de changement là où nous sommes, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, s'il vous plaît, allumez vos caméras. Nous allons prendre... voilà, je vais faire une capture d'écran. Je vais le faire en trois étapes parce que ça fait trois pages. Allumez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est très gentil. C'est parfait. Donc, je fais le premier jet. Merci, tu as mis ton parfum. Oui. Je fais le premier jet. Un instant, j'arrive. Je fais le second. Voilà. Et tout le monde n'a pas allumé, mais bon. C'est bon. Ça. Encore 2 minutes, hein, s'il vous plaît. Et puis, on va faire le troisième. Ou bien on va se mettre debout. Ah, non, non, encore 1 minute. Voilà, ça, c'est le troisième. Encore 1 minute, c'est bon. Merci beaucoup. Je crois que j'ai pu faire la capture d'écran. C'est bon, on peut... Et voilà. la prochaine réunion, on peut la tenir quand? La prochaine réunion? On vous tiendra informé. On vous tiendra vraiment informé. On est très content de l'engouement qui a suivi cette présentation. On n'était pas aussi préparé pour cela. Donc, on va vraiment faire en sorte que docteur soit, comment l'appelle-t-on? Je me rendrai Docteur puisse, disponible. voilà, nous serons Je me disponibles pour rendrai nous donner disponible. beaucoup plus
beaucoup plus d'informations et clés sur la santé du travail. Donc, ne vous inquiétez pas, je crois que beaucoup d'entre vous ont écrit leur mail dans le chat. Je crois que, docteur, les gens ont voulu avoir votre mail aussi pour pouvoir vous écrire. Je l'ai envoyé sur le chat. OK, super. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, regardez dans le chat peut-être avant de partir. Et puis, vous allez voir le mail du docteur. Donc, si vous avez des inquiétudes personnelles ou bien vous voulez encore des informations beaucoup plus personnelles, c'est l'occasion. C'est maintenant qu'il faut faire le réseautage. Hein, c'est le lieu ou jamais. Donc, voilà, ce sera pour vous une très belle aubaine. Donc, voilà, je crois que ce sera tout. Je vous remercie pour votre participation. On se dit alors un excellent week-end et puis à très bientôt. Bye bye. Merci. Excellent week-end à tous. Merci, merci. Merci, excellent week-end à vous aussi. Merci, excellent week-end à vous également. Merci, merci. Bon week-end à tout le monde. Merci. Merci.